Chapitre 5. Bataille au cours de laquelle le roi exerce ses talents de guerrier. Hyrkoun arriva le premier, paré de ses plus beaux atours de guerre, escorté de 2 gardes à l'air imposant qui portaient les bannières chamarrées du prince. « Mon empereur !» s'exclama Hyrkoun, d'un ton fier, où perçait une nuance de mépris. « Me laisseras-tu commander les soldats ? Tu seras ainsi déchargé de cette responsabilité, puisque, sans aucun doute, tu as nombre d'autres problèmes à régler. » Elric répondit sur un ton d'impatience. « C'est très aimable à toi, prince Hyrkoun, mais n'aie aucune crainte pour moi. Je commanderai moi-même l'armée et la flotte de Meldimoné, car tel est le devoir de l'empereur. » Hyrkoun se renfrogna et s'écarta à l'entrée de Divinvar, seigneur des cavernes des dragons, son casque sous le bras. Aucun garde ne l'escortait, et il semblait s'être habillé en toute hâte. « Mon empereur, j'apporte des nouvelles des dragons. »« Je t'en remercie, Divinvar, mais attends que tous mes commandants soient là pour leur en faire part également. » Divinvar s'inclina et alla se ranger du côté du hall opposé à celui où se tenait le prince Hyrkoun. Les guerriers arrivaient l'un après l'autre. Ils furent bientôt une vingtaine de capitaines à attendre au bas des marches du trône de rubis, où Elric avait pris place. L'empereur portait toujours l'habit qu'il avait revêtu le matin pour la chevaucher. Il n'avait pas eu le temps de se changer. Quelques instants plus tôt seulement, il avait consulté les cartes du labyrinthe, cartes qu'il était seul à pouvoir lire, et que la magie, en temps normal, soustrayait au regard de ceux qui tenteraient de les découvrir. « Le Sud a l'intention de s'emparer des richesses d'Imrir et d'exterminer tous ses habitants, » commença Elric. « Il croit avoir découvert une des routes de notre labyrinthe. Une flotte d'une centaine de vaisseaux de guerre se dirige actuellement vers Meldimoné. Demain, lorsqu'elle arrivera au-dessous de l'horizon, elle attendra que la nuit tombe, puis elle mettra le cap sur le labyrinthe et entrera. Ils espèrent atteindre le port vers minuit et se rendre maîtres de la cité qui rêve avant l'aube. Cela est-il possible ? » ?»« Non !» répondit le chœur des voix. « Non !» répéta Elric en souriant. « Mais comment savourer le mieux possible cette petite guerre qu'il nous offre ?» Hyrkoun, le premier, comme toujours, répondit. « Allons à leur rencontre avec nos dragons et nos vaisseaux de guerre. Poursuivons-les jusque sur leur propre terre et dérobons-leur l'initiative de cette guerre. Attaquons leur nation, brûlons leur cité, conquérons-les pour garantir notre sécurité. » Divinvar prit de nouveau la parole. « Pas de dragons, » dit-il. « Quoi ?» fit Hyrkoun en faisant volte-face. « Que dites-vous là ?»« Pas de dragons, prince. Ils ne seront pas réveillés. Ils dorment dans leur caverne. Le dernier combat qu'ils ont livré pour vous les a épuisés. »« Pour moi ?» Vous avez voulu les faire intervenir dans votre conflit avec les pirates vilmiriens. Je vous avais dit que je préférais leur réserver une bataille navale plus importante. Mais vous les avez lancés contre les pirates. Ils ont incendié leur petite embarcation et maintenant, ils dorment. » Hyrkoun fit la grimace. Il leva les yeux vers Elric. « Je ne pensais pas... » Elric leva la main pour l'interrompre. « Nous n'utiliserons pas nos dragons tant que nous n'aurons pas vraiment besoin de leur aide. Cette offensive du Sud n'est pas de grande envergure, et si nous attendons l'heure d'agir, nous sauvegarderons nos propres forces. Laissons-les pénétrer dans le labyrinthe. Lorsqu'ils seront à l'intérieur, nous les encerclerons et bloquerons toutes les issues. Ils seront tombés dans notre piège, et nous les écraserons tous. » Hyrkoun regarda le sol d'un air maussade, souhaitant manifestement découvrir une lacune dans ce plan. Le vieil amiral Magum Kolim, dans son armure verte, du vert de la mer, s'avança et s'inclina de toute sa hauteur. « Les frégates dorées d'Imrir sont prêtes à défendre leur cité, mon seigneur. Mais il faudra un certain temps pour les placer à leur poste de combat. Je doute que le labyrinthe soit assez grand. »« Alors sortons-en quelques-unes, et cachons-les dans les criques du rivage. Elles pourront ainsi prendre en charge les éventuels survivants, » déclara Elric. « Une idée astucieuse, mon seigneur, » dit Magum Kolim, dans une révérence avant de rejoindre ses pairs. Le conseil de guerre se poursuivit encore un certain temps. Les guerriers allaient enfin se retirer, lorsque le prince Hyrkoun prit de nouveau la parole. « Je renouvelle ma proposition à l'empereur. Sa personne est trop précieuse pour s'aventurer dans cette bataille.
La mienne, par contre, est peu de choses. Qu'on me confie le commandement de l'armée de terre et de la flotte pendant que l'empereur restera au palais, loin des soucis de la guerre, avec l'assurance que ces hommes gagneront et que les pirates du Sud seront écrasés. Peut-être souhaite-t-il terminer la lecture d'un livre. Elric sourit. « Je te remercie encore une fois pour cette délicate attention, prince Hyrkoun. Mais un empereur se doit d'exercer son corps autant que son esprit. Je commanderai mes soldats moi-même. » Lorsqu'Elric retourna à ses appartements, ce fut pour découvrir que Sagdos préparait déjà sa lourde armure sombre. L'armure qu'avaient revêtue des centaines d'empereurs melnibodéens. Une armure fabriquée par les mains d'un sorcier qui lui avait conféré une puissance inégalée dans le royaume de la Terre. Une armure qui pouvait ainsi, du moins les rumeurs le rapportaient-elles, résister aux coups des légendaires épées runiques, Stormbringer et Mountblade, qu'avaient manié les plus cruels des empereurs de Melniboné, avant que les seigneurs d'en haut s'en saisissent et les cachent à jamais dans un lieu où eux-mêmes s'aventuraient rarement. La joie illuminait le visage du serviteur, pendant qu'il touchait chaque pièce de l'armure, chaque arme, de ses longs doigts crochus. Il leva un visage balafré pour observer les traits d'Elric, ravagés par l'inquiétude. « Oh, mon seigneur, mon roi, bientôt vous goûterez les joies du combat. » Oui, Sagdos. Espérons que c'est de joie que nous pourrons parler. Je vous ai appris toutes les formes de l'art de la guerre, l'art de manier l'épée et le poignard, l'art de tirer l'arc, l'art de lancer le javelot, à pied ou à cheval. Et vous avez été un bon élève, car ils disent tous que vous êtes faible. Il n'y a pas meilleur bretteur que vous à Melniboné, à une seule exception près. Le prince Hyrkoun, peut-être, dit Elric d'un air de réflexion. N'est-il pas vrai? Je dis une seule exception, monseigneur. Et Hyrkoun est cette exception. Un jour peut-être pourrons-nous trouver la réponse à cette question. Je vais me baigner avant de revêtir tout ce métal. Il faudra vous hâter, maître. D'après ce que l'on dit, les préparatifs seront très longs. J'irai ensuite dormir, dit Elric en souriant devant l'air consterné de son vieil ami. Ce sera mieux ainsi, car il m'est impossible de disposer personnellement les navires à leur poste. On a besoin de moi à la tête des hommes. Je serai plus à la hauteur de cette tâche lorsque je me serai reposé. Si vous pensez que c'est mieux ainsi, votre majesté, alors soit. Et cela t'étonne. Tu es trop impatient de me voir combattre et me pavaner, fier comme un arioc. Sagdos mit la main devant sa bouche, les yeux écarquillés, comme pour tenter de taire ces mots qu'il aurait prononcés à la place de son maître. Elric sourit. Tu penses que je profère des hérésies, n'est-ce pas? Eh bien, j'en ai déjà dit des plus grandes sans attirer le malheur sur moi. À Melniboné et Sagdos, les empereurs contrôlent les démons, jamais le contraire. Vous le dites, monseigneur. Et c'est la vérité. Elric quitta la salle en appelant ses esclaves. La fièvre du combat s'était déjà emparée de lui. Il exultait. Il était maintenant tout de noir vêtu, sa cuirasse massive, son pourpoint rembourré, ses longues jambes, ses crispins de mailles. À son côté pendait un sabre de 5 pieds de long, qui avait soi-disant appartenu à un héros humain du nom d'Aubec. Appuyé contre le parapet doré du pont, son grand bouclier rond, portant l'emblème du dragon fondant sur sa proie. Un aume le coiffait, surmonté d'un dragon, ses ailes déployées au-dessus du cimier, sa queue ondulant sur la nuque. Un aume noir, au milieu duquel figurait une tache blanche, d'où surgissaient 2 yeux pourpres, et sur les côtés duquel jaillissait une cascade de cheveux d'un blanc laiteux, telle une colonne de fumée s'élevant au-dessus d'un incendie. Aussi faible que fut la lueur qu'envoyait le fanal au bas du grand mât, la tache blanche se fit encore plus blanche, révélant ainsi les traits du visage masqués par le aume. Des beaux traits fins, un nez droit, des lèvres minces, des yeux en amande. L'empereur Elric de Melniboné scrutait l'obscurité du labyrinthe, lorsqu'il entendit les premiers pirates approcher. Il se tenait sur le pont supérieur de la haute frégate dorée, qui, comme toutes les frégates d'Imrir, ressemblait à une ziggourate flottante équipée de mâts, de voiles, de rames et de catapultes. Cette frégate, c'était l'enfant du Piaret, la frégate amirale. Le grand amiral Magum Kolim se tenait aux côtés d'Elric, tout comme Divinvar.
Il était l'un des rares amis intimes d'Elric. Il le connaissait depuis toujours, l'avait encouragé à apprendre tout ce qu'il pouvait du commandement du navire et de la flotte. Au fond de lui-même, Magum Kolim craignait peut-être qu'Elric fût trop intellectuel et trop introspectif pour gouverner Melniboné, mais il lui reconnaissait la légitimité du pouvoir, et les propos de l'entourage d'Hyrkoun ne faisaient que l'irriter et l'agacer. Le prince Hyrkoun se trouvait également à bord de la frégate amirale. À cet instant-là, il était en bas, en train d'examiner les machines de guerre. L'enfant du Piaret était mouillé à l'intérieur d'une immense grotte, une de ces nombreuses grottes qui avaient été creusées dans les parois du labyrinthe lors de la construction, dans le seul but de camoufler une frégate. La grotte était juste assez haute pour les mâts, et juste assez large pour les rames. Chacune des frégates dorées comportait plusieurs rangées de rames, et chaque rangée, 20 ou 30 jeux de rames. Toutes ces rames étaient réparties sur 4, 5 ou 6 ponts, et, comme c'était le cas sur l'enfant du Piaret, elles pouvaient avoir 3 systèmes de commande indépendants, de l'avant à l'arrière. Avec leur cuirasse d'or, les navires étaient pour ainsi dire indestructibles, et malgré leur grande taille, ils pouvaient filer rapidement et manœuvrer facilement lorsque cela était nécessaire. Ce n'était pas la première fois qu'ils guettaient l'arrivée de l'ennemi dans ces grottes, et ce ne serait certainement pas la dernière. Les circonstances devaient cependant se révéler bien différentes par la suite. Les frégates melnimonéennes sillonnaient rarement les mers depuis quelque temps, alors que par le passé, elles avaient été ces redoutables montagnes flottantes dorées qui hantaient les océans du monde entier et semaient la terreur partout où on les apercevait. La flotte avait été également plus importante. En ce temps-là, elle comprenait des centaines d'embarcations. Aujourd'hui, elle en comptait moins de 40, mais c'était suffisant. 40 navires qui attendaient l'ennemi dans l'obscurité humide du labyrinthe. Elric écoutait le clapotis de l'eau contre la coque de son navire, et il regrettait déjà de n'avoir pu élaborer un meilleur plan. Il était certain de la réussite de celui-ci, mais il allait faire de nombreuses victimes, aussi bien du côté des Melnimonéens que du côté des barbares. Il eût été préférable de trouver un moyen de chasser l'ennemi plutôt que de le prendre au piège. La flotte du Sud n'était pas la première à être attirée par les richesses fabuleuses d'Imrir. Les marins du Sud n'étaient plus les premiers à croire que les Melnibonéens, parce qu'ils ne s'éloignaient plus beaucoup de la cité qui rêve, étaient un peuple décadent, incapable de défendre ses trésors. Et, pour que ce point fût désormais clair pour eux, il fallait les détruire. Melniboné était encore puissante. Elle était même assez puissante, selon Hyrkoun, pour dominer à nouveau le monde. Puissante dans le domaine de la sorcellerie, si ce n'était dans celui des armes. « Chut !» fit l'amiral Magum Kolim, en allongeant le cou. « N'est-ce pas un bruit de rame ?» Elric acquiesça d'un signe de tête. « Si, je crois. » Ils entendaient maintenant des clapotements réguliers, pareils au bruit de rames qui plongent et qui sortent de l'eau, puis des craquements de bastingage. Ils arrivaient. L'enfant du Piaret était le plus proche de l'entrée, et il serait le premier à donner l'assaut, mais seulement lorsque tous les navires pirates auraient franchi la porte d'entrée du labyrinthe. L'amiral Magum Kolim se baissa, éteignit le fanal, puis descendit rapidement pour annoncer avec le plus grand calme l'arrivée de la flotte pirate. Quelques instants auparavant, Hyrkoun avait exercé ses dons de sorcellerie pour invoquer la brume. Une brume qui dissimulerait les frégates dorées aux yeux de l'ennemi, mais qui n'entraverait pas pour autant les manœuvres des navires melnibonéens. Elric voyait maintenant des torches brûler devant lui, les torches des pirates qui pénétraient prudemment dans le labyrinthe. En l'espace de quelques minutes, 10 galères passèrent devant la grotte. L'amiral Magum Kolim et le prince Hyrkoun rejoignirent Elric sur le pont. Hyrkoun portait aussi un aume à l'effigie du dragon, moins somptueux cependant que celui d'Elric, car celui-ci était le plus grand des quelques princes dragons de Melniboné encore vivants. Hyrkoun souriait dans l'obscurité, et ses yeux brillaient à la pensée de l'effusion de sang qui allait suivre. Elric eût souhaité que le prince Hyrkoun choisît un autre navire, mais c'était son droit de monter à bord de la frégate amirale, et il ne pouvait le lui refuser. 50 vaisseaux sur les 100 que comprenait la flotte étaient passés devant eux. L'armure d'Hyrkoun résonnait de bruits métalliques, alors que celui qu'elle protégeait attendait impatiemment en arpentant le pont, sa main gantée posée sur la garde de son sabre. « Bientôt, bientôt !» se répétait-il. « Bientôt !» L'aurore se leva. Les rames plongèrent dans l'eau lorsque passa la dernière galère. La frégate sortit de la grotte pour éperonner par le travers la galère ennemie, qui se brisa en deux.
Des hurlements s'élevèrent parmi les barbares. Des corps volèrent de toutes parts. Des torches dansaient éperdument sur l'épave du pont. Des hommes tentaient de ne pas sombrer dans les eaux froides du noir labyrinthe. Quelques javelots dans un sursaut de bravoure venaient heurter la coque de la frégate amirale, qui se frayait maintenant un passage parmi les débris épars de la galère des pirates. Mais les archers d'Imri ripostèrent. Ils voulaient en finir avec les derniers survivants. La confusion créée par cette première attaque fut le signal pour les autres navires. 40 frégates jaillirent dans un ordre parfait des hautes parois. Les barbares eurent la vision stupéfiante de hautes frégates dorées sortant de la roche elle-même. Des navires fantômes remplis de démons qui les assaillaient de javelots, de flèches et d'épées. Dans tout le tunnel, ce n'était plus maintenant que confusion et chorus de cris de guerre. Le cliquetis des armes était le sifflement furieux d'un serpent monstrueux, et la flotte des pirates elle-même ressemblait à ce serpent que les hautes frégates dorées de Melniboné avaient implacablement coupé en 1000 morceaux. Ces frégates avaient même un air empreint de sérénité lorsqu'elles fonçaient sur l'ennemi, faisant étinceler leurs harpons qui volaient sur les ponts pour aborder les galères qu'elles détruisaient ensuite. Mais les pirates étaient de vaillants combattants, et leur stupéfaction passée, ils devaient retrouver leur sang-froid. 3 galères abordèrent ainsi l'enfant du Piaret. Ils avaient identifié le navire amiral. Des flèches ardentes atterrirent sur les différents ponts qui n'étaient pas protégés par l'armure dorée, et commencèrent à embraser tout ce qu'elles atteignaient, à brûler vifs tous ceux qu'elles touchaient. Elric leva son bouclier au-dessus de sa tête. 2 flèches ardentes vinrent heurter la plaque de métal, puis allaient rebondir sur un autre pont plus bas. Suivant leur trajectoire, Elric sauta alors par-dessus le parapet, et arriva sur le pont le plus large et le plus exposé, où il trouva ses soldats qui s'apprêtaient à attaquer les galères. Des catapultes grondèrent, des boules de feu sillonnèrent l'obscurité, manquant de peu les 3 bâtiments ennemis. Une autre salve, un autre jaillissement de flammes qui, cette fois, touchèrent un mât, puis allèrent s'écraser sur le pont, embrasant tout sur leur passage. Des harpons abordèrent la galère la plus proche. Elric fut l'un des premiers à sauter sur le pont pour se précipiter vers le capitaine du navire pirate. Celui-ci, vêtu d'une cotte et d'un surcot de mailles, et tenant dans ses mains monstrueuses 2 gigantesques épées, exhortait dans un beuglement ses hommes à résister à ces chiens de Melnibonéens. Alors qu'Elric approchait de la passerelle de commandement, 3 barbares, armés d'épées courbes et de petits boucliers ovales, se précipitèrent sur lui. Sur leurs visages se peignait l'effroi, mais aussi la détermination, comme s'ils avaient su qu'ils devaient mourir, comme s'ils voulaient faire autant de ravages possibles avant que leur âme leur fût enlevée. Remettant son bouclier sur son bras, Elric saisit son sabre à 2 mains et chargea les pirates, renversant le premier et fracturant la clavicule du second avec l'orle de son bouclier. Le troisième fit un écart et dirigea la pointe de son épée courbe vers le visage d'Elric. Elric esquiva le coup de justesse, et le fil tranchant de l'épée effleura sa joue, sur laquelle perlèrent quelques gouttes de sang. Il brandit alors son sabre comme une faux, et l'enfonça dans le ventre du barbare, le coupant presque en 2. Le pirate se débattit un moment, ne pouvant se résigner à croire qu'il était mort. Mais lorsqu'Elric libéra son épée, il ferma les yeux et s'écroula. L'homme qu'Elric avait frappé de son bouclier se relevait, en chancelant, alors que son attaquant faisait volte-face. Celui-ci l'aperçut et lui asséna son sabre sur le crâne. Maintenant, la voie était libre. Elric commença à gravir l'échelle de la passerelle, constatant alors que le capitaine l'avait vu et l'attendait en haut. Elric leva son bouclier pour parer le premier coup de l'adversaire. Dans le brouhaha, il crut l'entendre crier « Mort à toi, démon visage pâle! Mort à toi! Tu n'as plus ta place sur cette terre !» Elric, entendant ces mots, en oublia presque de se défendre. Il semblait exprimer l'exacte vérité. Peut-être, en effet, n'avait-il plus sa place sur la terre. Peut-être était-ce pour cette raison que Melniboné s'effondrait lentement, que moins d'enfants naissaient chaque année, que les dragons eux-mêmes ne se reproduisaient plus. Le capitaine donna un autre coup sur le bouclier. Puis Elric, par une feinte, visa les jambes de son adversaire. Mais l'autre avait prévu le coup et fit un bond en arrière. Elric eut cependant le temps de grimper les derniers échelons de l'échelle et se retrouva face à face avec le capitaine. Son visage était presque aussi blanc que celui d'Elric. Il suait, soufflait, et ses yeux étaient pleins de détresse et de peur à la fois. « Pourquoi ne nous laissez-vous pas en paix ?» s'entendit dire Elric. « Nous ne vous faisons aucun tort, barbares. De quand datent nos dernières expéditions contre les jeunes royaumes ? » « Vous nous faites du tort par le simple fait d'exister, visage pâle, avec votre sorcellerie, vos coutumes, votre arrogance. » « Et c'est pour cela que vous êtes venus ? Est-ce que vous nous avez attaqués simplement parce que nous vous répugnions ?
ou bien parce que vous aviez l'intention de vous emparer de nos richesses? Avouez-le, capitaine, c'est la cupidité qui vous a conduit à Melniboné. La cupidité, au moins, est un motif honnête, compréhensible. Mais vous autres créatures n'êtes pas humaines. Pire que cela, vous vous prenez pour des dieux, et vous n'êtes pas des dieux. Votre heure a sonné, vous devez disparaître. Votre cité doit être détruite, vos sorcelleries oubliées. Elric hocha la tête en signe d'approbation. Vous avez peut-être raison, capitaine. Mais j'ai raison. Ce sont nos saints qui le disent. Nos croyants prédisent vos chutes. Ce sont les seigneurs du chaos que vous servez qui provoqueront eux-mêmes cette chute. Les seigneurs du chaos ne se mêlent plus des affaires de Melniboné. Ils se sont retirés il y a de cela presque 1000 ans maintenant. Elric observait attentivement le capitaine, évaluant la distance qui le séparait de lui. C'est peut-être pour cette raison que notre gloire s'est éteinte, ou que nous sommes simplement devenus las de la gloire. Quoi qu'il en soit, dit le capitaine en s'épongeant le front. Votre heure est passée. Vous devez être détruit définitivement. Puis un gémissement. Le sabre d'Elric s'était glissé sous son plastron de maille et lui avait transpercé l'estomac et les poumons. Un genou plié, l'autre jambe tendue en arrière, Elric commença à retirer sa longue lame et regarda le barbare qui semblait alors conciliant. C'était un combat déloyal. Visage pâle. Nous avions à peine engagé la conversation que tu leur interrompais. Oh, tu es très adroit. Puisses-tu connaître les affres de l'enfer d'en haut. Adieu. Pourquoi s'attaqua-t-il au cou du capitaine lorsque celui-ci tomba la face contre le pont? Cela, il ne put l'expliquer. La tête de sa malheureuse victime alla rouler sur le bord de la passerelle, puis un coup de pied l'envoya sombrer dans les froides profondeurs de l'eau. C'est alors qu'Hyrkoon apparut derrière Elric, avec son éternel sourire grimaçant. « Voilà un combat acharné, votre majesté. Ce malheureux avait raison. » « Raison ?» Elric interrogea son cousin des yeux. « Raison ?» ?»« Ouais, lorsqu'il louait ton glorieux exploit. » Puis, riant sous cape, il alla surveiller les hommes qui liquidaient les quelques rescapés. Elric ne savait pas pourquoi il avait toujours refusé de haïr Hyrkoon. Mais maintenant, il le haïssait, sans aucun doute. Il l'aurait même tué avec plaisir, là, sur le champ. Il venait d'éprouver la douloureuse sensation qu'Hyrkoon avait pénétré son âme et exprimé son mépris pour ce qu'il y aurait découvert. Une immense amertume s'empara soudain d'Elric. Et du plus profond de lui-même, il souhaita ne plus être ce Melnimonéen, ne plus être cet empereur. Il souhaita qu'Hyrkoon n'eût jamais existé.